Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Salut les fans de photos, ça nous fait plaisir de vous accueillir encore une fois dans cet épisode, l'épisode 53 cette semaine, qui nous amène plein de choses qu'on va voir ensemble. Vous allez voir que c'est une émission humaine qu'on va avoir cette semaine. Entre autres, on va avoir dans la chronique Photo Safari avec François Tinker qui va nous ouvrir grand son sac de voyage, son sac de connaissances. Moi, je vais cuisiner un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé là-bas lorsqu'il a ouvert justement son sac de voyage. Il a sorti ses appareils, son boîtier, ses objectifs, les ajustements qu'il a pris. On va en découvrir davantage. Ensuite, on va aller dans Fan de photos vous commente. Je vais prendre le temps de commenter les magnifiques photos sous le thème relax que j'ai reçu. Ensuite, on va se diriger dans une entrevue ultra humaine, une entrevue avec un pro. Je le nomme, c'est Marcel Morin. Vous allez tomber en amour avec cet individu, vous allez tomber en amour avec ses sujets, c'est garanti. Ensuite, on va terminer avec Fan de photos. Vous partage, moi et François, on vous a déniché des choses qui sont vraiment le fun. D'ailleurs, en parlant de François, salut François! Salut Stéphane, ça va bien? Comment ça va? Comment ça a été tes 2 dernières semaines en photographie? En photographie, disons que j'ai voulu commencer mes photos portraits cette semaine. En même temps que mon début de camping, parce que comme le monde le savent, le camping a commencé le 1er juin et je suis un fervent du camping. On voit très bien où tu te situes actuellement. Oui, vraiment, je suis à l'extérieur, il fait beau, on est bien, c'est super. Moi, je me sens très bien à l'extérieur. Donc, j'ai voulu commencer mes photos portraits avec une de mes modèles avec qui je suis habitué. Malheureusement, la température a fait qu'on est obligé d'annuler la séance photo, mais c'est partie remise. La semaine prochaine, on remet ça, un petit shooting portrait avec une de mes modèles. Extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais avec ces photos-là, habituellement? Habituellement, c'est surtout pour me pratiquer, essayer de trouver des différentes méthodes, travailler mes profondeurs de champ, travailler dans le Golden Hour aussi, que j'aimerais beaucoup faire cette semaine. Donc, c'est beaucoup de pratique. Puis en échange de mes connaissances que je veux approfondir, j'offre mes photos à la personne, au modèle. Une excellente qui est là, façon de faire. Une excellente façon de faire. Tu sais que les gens ne savent pas, mais toi, tu es un de mes élèves, hein? Et oui, ça fait déjà, si je me trompe pas, 4 ans qu'on s'est... 3 ans et demi, peut-être. 3 ans et demi, quelque chose c'est du genre. ça qu'on mais a fait, tu t'es développé formation en photographie là, comme un Mont Everest. Tu l'as monté, la montagne du Mont Everest, en photo. Puis je suis fier de toi, François. Je suis fier de toi. Merci beaucoup, Stéphane. C'est le fun de savoir de notre professeur, de notre coach qui est fier de nous. Mais j'adore ça, c'est une passion. Puis tu le sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent aussi, qui me connaissent. Savoir aussi qu'on est en train d'animer une émission sur la photographie ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, moi, j'ai un petit peu de brume dans les lunettes. Là. J'ai un petit peu chaud actuellement. Moi, cette semaine, en fait, depuis 2 dernières semaines, je travaille sur une espèce de cours à la carte, parce que tu sais que pendant le confinement, c'est difficile de pouvoir donner des cours, et j'ai développé un beau programme de cours en individuel via Zoom. Et j'ai développé de cette façon-là un cours où est-ce que j'ai 55 items qui sont en regard à la photographie, que j'ai fait une espèce de menu avec ça. Puis j'ai envie de développer ça pour savoir où j'amène ça, les prix qui vont venir avec ça. Puis j'aimerais ça favoriser la formation 1 à 1. Je trouve que c'est une belle façon d'apprendre puis d'essayer de trouver là, un coût qui est vraiment intéressant et pour celui qui suit le cours et pour moi qui le donne. Fait que je travaille là-dessus actuellement. Ah, puis je me suis commandé aussi un Spider Holster. Ça te dit-tu quelque chose, ça? Non, mais le nom, je connais, mais le matériel, non. C'est une espèce d'armature que tu mets autour de ta ceinture pour pouvoir traîner ton appareil photo.
Peak Design en font des choses du genre. J'ai mon truc Peak Design. J'ai mon Cotton Carrier. Je pense que je les ai tous, là. Ah ouais. Je les ai probablement tous. Mais c'est un modèle que j'ai trouvé de ce que j'ai pu voir sur YouTube, parce que c'est là qu'on magasine d'abord. C'est que j'ai trouvé quelque chose qui était vraiment intéressant, puis j'ai hâte de vous montrer ça, fan de photos. Ah, super! Mais avant de se rendre jusque-là, j'aimerais ça qu'on entre dans notre safari photo, dans notre chronique avec toi. François, cette semaine, j'ai goût de te cuisiner. J'ai goût de te cuisiner à travers quelques questions parce que j'aimerais ça que nos fans de photos puissent connaître un peu plus qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain là-bas. J'aimerais ça que tu me parles. Tout d'abord, j'ai pris un paquet de questions. Je ne sais pas si on va toutes les voir, là, mais j'aimerais ça tout d'abord que tu me parles. C'est quoi exactement l'équipement que tu as considéré amener parce que tu avais une notion de maximum de poids à atteindre là, quand tu es monté en avion? C'est quoi tu as mis dans ton sac à dos? Bon, disons que j'ai mis beaucoup de choses. Je voulais absolument avoir 2 boîtiers. J'en avais déjà parlé. 2 boîtiers qui facilitent le transfert de lentilles. Dans le fond, j'ai un boîtier avec une lentille un petit peu plus petite et un boîtier avec une lentille plus grande, plus longue. Donc, ce qui empêche d'avoir de la poussière dans nos boîtiers puis tout ça. Donc, j'avais comme 4 sortes de lentilles que j'emmenais avec moi. J'avais 2 boîtiers. J'avais mon trépied aussi parce que j'avais l'intention de faire des photos de paysages, des photos de nuit, des photos où ce que j'avais besoin absolument d'un trépied. Donc, c'était la base de mon sac. J'avais comme 4 sortes de lentilles, 2 boîtiers. J'avais des batteries à profusion, j'avais des cartes mémoire à profusion, j'avais un disque dur de 2 tétras que j'avais pour pouvoir transférer mes photos à la fin de ma journée. Donc, je suis parti avec ça et on était prêt pour l'aventure. Prochaine question, parce que là, tu es dans un milieu naturel, probablement beaucoup de poussière. J'aimerais ça que tu me parles des conditions de photographie que tu as vécues là-bas. Disons, les conditions ne sont pas toujours faciles. C'est sec, c'est un climat sec, c'est un climat chaud. Donc, c'est sûr que mon objectif, c'était de changer ma lentille le moins souvent possible et même pas du tout. Donc, sur une de mes caméras, une de mes boîtiers, j'avais ma 150-600 pour les longues portées. Et sur l'autre boîtier, j'avais ma 17-70, si je ne me trompe pas, pour les prises plus proches de moi. Et c'est sûr que je protégeais toujours mes caméras avec... j'avais comme une sorte de drap, un petit drap que je m'avais emporté ou ce que je pouvais mettre par-dessus, prévenir justement la poussière qui pourrait aller sur mes lentilles là, pour les protéger le plus possible. Puis tu voyageais en véhicule, en tout-terrain? Oui. Ou à pied? En principe, je voyageais en véhicule, un Jeep style Land Rover de Toyota. C'est un véhicule. Moi, j'ai été chanceux parce que j'avais mon propre guide à moi. Donc, j'avais un Land Rover à 3 places. Mais j'étais tout seul. Fait que c'était parfait pour ça. Mais en général, c'est des Land Rover d'environ 8 places à peu près, là, comme qu'on dit. Là. Donc, mais j'ai été chanceux pour ça. Mais j'ai fait du à pied aussi. J'ai été chanceux de faire du à pied aussi. Peux-tu me parler justement à pied du protocole d'approche que tu avais avec les grands animaux, là, puis les petits animaux? Là? Il va y avoir un protocole quelconque. Oui, c'est sûr qu'il y a un protocole. Disons qu'on n'a pas le droit, quand je suis allé dans les réserves, on n'a pas le droit de débarquer des Jeeps.
c'est complètement interdit. Il faut rester à l'intérieur des jeeps, puis il faut vraiment respecter les consignes du guide parce qu'il y a des animaux qui viennent très près. J'ai eu des lions là, qui sont frottés quasiment sur ma lentille tellement qu'ils étaient proches. J'ai eu un rhinocéros je t'assure qu'il était pour un coup de corne, puis je pense que le Jeep tournait de côté. Donc, oui, il y a des protocoles. On n'a pas le droit de sortir d'un Jeep, sauf où ce que j'étais, à la pourvoirie Majiji. Eux ont un grand territoire, donc à ce moment-là, on peut se permettre un petit peu plus se risquer là, à l'aventure. Là, donc, débarquer du Jeep puis aller à la rencontre de girafes ou de gnous ou d'autres animaux un petit peu moins dangereux que les lions et tout ça. Là. Ouais, c'est vraiment spécial, je vais dire. Là, c'est tout. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis un chasseur, donc je suis habitué dans la forêt québécoise avec les ours, les orignaux puis les chevreuils. Mais là, c'est une autre chose. C'est un autre trip, là, une autre sensation. Il faut le vivre pour l'expliquer. Là. Et puis, en général, quel genre de mode de photographie tu as utilisé? Moi, j'étais en mode manuel tout le long. J'ai comme un petit peu de difficulté à me mettre en mode vitesse ou ouverture. Donc, je suis toujours en mode manuel et j'y allais avec qu'est-ce que j'étais capable de voir. Donc, c'est sûr que, comme avec ma 150-600, je l'utilisais beaucoup en pleine journée. Mettons, après 9 heures, aller jusqu'à 4 heures environ. Parce que mon ouverture de ma 150-600 est beaucoup plus grande que ma 70-200 qui tombe à 2,8, mettons, d'ouverture. Mais après ces heures-là, quand je tombais dans le crépuscule ou le coucher de soleil et tout ça, là, j'utilisais ma 70-200 ou ma 17-70 à ce moment-là, qui était une ouverture de 2,8. Et je pouvais grimper mes ISO à aller... j'ai déjà grimpé mes ISO à 8000, à 10 000. Puis ça a fait des excellentes photos, pareil. Là. C'est un excellent point que tu nous parles de l'ISO, les possibilités de l'ISO très élevées. La sensibilité du capteur. Il faut avoir le bon boîtier, par exemple. Je veux dire, boîtier, mon boîtier, mon D500, que je suis capable de monter à 1 600 000 ISO. On s'entend que je ne monterai jamais mes ISO à 1 600 000. Mais des ISO à 12 500, j'ai pas de misère du tout avec ça. Un petit peu d'ajustement après en post-traitement, puis le tour est joué. Là. Je suis capable d'avoir quand même une très bonne qualité d'image là, de mes photos. Ton guide, dans ce temps-là, il te pointe les animaux, il donne-tu des conseils? Il donne-tu des conseils photos, eux autres? Il donne pas de conseils photos, Stéphane. Par contre, oui, c'est des personnes qui voient, là... des fois, tu te demandes, voyons, comment ça qu'il a fait pour voir cet animal-là? Parce qu'il est vraiment caché. Ils sont vraiment cachés la majorité du temps. Mais ils sont capables de les approcher doucement. La première semaine, j'y ai fait confiance. J'ai fait confiance à mon guide. J'ai dit, je te fais confiance, on voit les réserves que tu penses, puis tout ça. Puis je vais faire la photo, puis à la deuxième semaine, on s'ajustera. Et c'est ça qui est arrivé. La deuxième semaine, là, on s'est assis ensemble. Et là, je lui ai dit, j'ai pas de rhinocéros, j'ai pas de hyène, j'ai pas assez d'éléphants. Donc, aujourd'hui, j'aimerais faire rhinocéros. On part au rhinocéros. Fait que c'est pareil comme si on partait à la chasse avec ma caméra, mais au rhinocéros. Donc, lui, connaissant les territoires, tout ça, il savait exactement où m'emmener pour voir le gibier que je voulais avoir dans ma caméra. Puis la dernière semaine, on a fonctionné comme ça tout le long. Puis ça a super bien été, sauf pour quelques animaux que j'ai pas réussi à avoir, là.
On dirait qu'il y a un jeu de fer qui s'installe à l'arrière de toi. Là. Il y a quelqu'un qui est en train de planter. Excuse-moi, Steph, là. Ouais, non, c'est loin en plus de ça. Hein. Le camping commence, les gens, on est jeudi soir, les gens arrivent, sont tous contents de ça. Fait que, je me trouve chanceux, choyé de t'avoir avec moi ce soir. Dis-moi, pendant ton voyage, là, puisque tu ne pouvais pas tout emmener, y a-t-il quelque chose qui t'a manqué? Quelque chose que tu aurais aimé ça avoir avec toi pour une photo? Ben, disons, Stéphane, c'est sûr que si j'aurais eu des lentilles un petit peu plus professionnelles, comme des 150-600 ou une 600 ordinaire avec 2.8 d'ouverture, j'aurais capté d'autres belles images au loin quand on arrive au crépuscule, là, à l'aurore, tout ça. Mais en général, non, j'étais très bien équipé puis j'étais vraiment content de l'équipement que j'avais. Le résultat était là. Le résultat était là, mais à un moment donné, il a dû y avoir des moments où tu as ressenti une grande joie d'être derrière ton déclencheur. Y a-t-il un moment dans ce moment-là que tu voudrais nous raconter? Ben oui, il y a la fameuse photo du rhinocéros à deux têtes. Je pense que je te l'avais montré tout à fait. En photo. Je l'ai admiré. C'est ça. C'est une de mes plus belles photos que j'ai faites. Je pourrais même dire à vie. Ça m'a pris environ peut-être 40 minutes de patience avant d'avoir exactement la position des deux rhinocéros pour qu'ils fassent deux en un. Ça a pris du temps, mais ça valait la peine. Là, c'est sûr, certain, je pourrais pas montrer la photo. J'aurais aimé la montrer sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, mais je le fais pas à cause de certaines valeurs que j'ai des braconniers et tout ça. Je veux pas prendre de chance non plus. Là. C'est ce que tu me parlais, c'est que l'once d'ivoire d'un rhinocéros vaut très cher. Oui, bien ça peut valoir 50 000 US l'once. Donc, maintenant, ça vaut tellement cher que les braconniers sont super high-tech, comme je pourrais dire. Ils ont des hélicoptères, ils sont capables de savoir la photo de où qu'elle vient. Et à ce moment-là, ils partent avec l'hélicoptère, une équipe de 6-7 braconniers, puis ils réussissent à abattre l'animal pour pouvoir aller chercher la corne, l'ivoire là, de ce rhinocéros-là. Et c'est déjà en voie d'extinction, donc je me garde les photos juste pour montrer en photo et non sur les réseaux sociaux. Là, voilà pourquoi que je la montre pas à personne. Écoute, je suis bien content que tu aies pu réaliser cette image-là, l'espèce de rhinocéros qui s'interloque un en l'autre, là, avec les deux têtes. Crime de beaux moments de photographie. As-tu quelque chose à nous rajouter avant de terminer cette chronique? Bien, Stéphane, comme tu le savais, j'avais l'intention de faire une conférence sur mon voyage en Afrique pour donner le goût à d'autres photographes d'y aller. Et pas si cher que ça, d'ailleurs. Là, avec le COVID, c'est un petit peu dur de louer des salles et tout, mais peut-être cet été, au camping où je suis, je vais peut-être en faire une sorte de conférence, mais je vais vous tenir au courant des dates et de l'événement. Donc, aussitôt que j'ai le hockey des propriétaires et aussi du gouvernement, je vous tiens au courant à ce moment-là. Excellent. François, je te remercie d'avoir ouvert ton grand sac pour nous autres. J'ai le goût de te proposer qu'on aille vers notre chronique Fan de photos vous commente. Parfait, je te suis. Dans notre chronique photo, Fan vous commente cette semaine, j'ai reçu que 2 photos sous le thème qui était relax. Et ça va me faire plaisir de pouvoir les commenter. Puis justement, gagner un peu de temps parce que vous allez voir que la rencontre qu'on va faire avec notre pro, Marcel Morin, va durer pas mal de temps. C'est une grande entrevue que j'ai faite. Donc, ça tombe bien que notre fan de photo vous commente cette semaine soit plus simple, plus simplet. Je commence tout de suite notre première critique photo avec une belle image qui nous a été envoyée par Alizé. On parlait, vous allez voir que c'est une émission qui s'en va vers le caractère humain de la photographie. Alizé, elle adore les chevaux. Et cette première photo que l'on va commenter ensemble, bien, c'est tout à fait dans le profil du mot relax. Regardez comment que ce jeune poulain, je pense que c'est un jeune poulain, est en train de relaxer sur la pelouse. Alizé, j'ai le goût de te dire tout de suite que
tout ce qu'on voit là, c'est magnifique. Ton cadrage est très, très bon. On peut voir qu'à l'encontre d'une ligne verticale et horizontale, à gauche et à droite, la ligne horizontale supérieure, on peut voir que c'est les yeux de ton animal qui se trouvent à cet endroit-là. On peut voir que tu as décidé de t'approcher vraiment beaucoup de ton sujet. Puis ça, je le dis souvent lorsque je donne les cours, approche-toi un peu plus. Fais un pas supplémentaire pour être encore plus près de ton sujet. Et c'est exactement ce que tu m'offres aujourd'hui. Alizé, très belle photo. Très belle exposition parce que vous savez que lorsqu'on prend une photo, qu'on a un sujet qui est très lumineux, comme je peux voir que le pelage de ce cheval, qui est blanc, pourrait comme jouer une incidence négative sur le posemètre. Le posemètre aurait pu voir beaucoup de lumière et décider de descendre un peu la lumière qu'il y a sur le pelage du cheval. Mais malgré tout, on a une superbe exposition. Une chose qu'on peut également apercevoir sur cette image-là, c'est la profondeur de champ. On peut voir que les narines sont pas mal nettes. On peut voir que certaines mouches sont très nettes, mais rapidement, les oreilles du cheval, parce que la profondeur de champ elle est très petite, les oreilles du cheval s'en vont dans un petit flou. Et c'est ce qui fait que cette image-là, elle est vraiment très, très belle. Merci beaucoup, Alizé, d'avoir participé. Seconde photo, c'est une photo qui nous a été envoyée par Caroline. Caroline, qui est une habituée de nous envoyer des photos sur Fan de photos, puis je te remercie beaucoup, Caroline, de l'avoir fait une fois encore. Relax. Tu nous montres une partie d'une dame, je ne sais pas si c'est toi, peut-être, où est-ce que tu es en train de relaxer avec un bon café, un bon livre à la main. Belle proposition. Ta signature, je la vois très bien, tu es au bon endroit, bravo. On parle de signature, c'est très, très bien. Mise au point sur tes attraits principaux, la tasse de café, le livre qui est vraiment sous le thème relax. On peut voir qu'il y a une profondeur de champ qui s'étouffe là, et qui commence à embarquer dans tes orteils, un peu dans le tapis. Bravo, j'aime beaucoup. Le fait que tu m'envoies cette photo-là en noir et blanc suscite aussi un intérêt au niveau de ton côté artistique. Et j'aime beaucoup ce que tu me proposes. Cadrage magnifique. L'exposition, peut-être qu'il y a un petit peu trop de lumière sur la partie blanche de ton livre, mais très belle proposition au niveau de l'exposition. Peut-être qu'avec ton petit curseur des hautes lumières, tu aurais pu l'atténuer légèrement, mais malgré tout, je suis certain que ça ne dépasse pas, ça ne tombe pas en surex. Je suis certain que c'est un beau blanc exprimé au maximum de la possibilité que tu pouvais faire. Donc, tout ça pour te dire que j'apprécie beaucoup ton image et merci beaucoup d'avoir participé une fois encore. Et sur ce, on s'en va vers une chronique qui cette semaine va être extraordinaire, la chronique avec un pro. Eh bien, tel que promis, fan de photos, aujourd'hui, on a une entrevue avec un pro, mais quelqu'un qui est tellement humain que j'ai eu la chance de rencontrer lorsqu'il a fait une exposition à la brûlerie au centre-ville de Sherbrooke, sur la rue Wellington. Et une personne humaine, j'avais invité mes amis, là, les membres du club photo de Quaticook, pour venir un peu pister le travail de cet Uberlu derrière son déclencheur. Quelqu'un qui est humain, j'insiste sur ça. J'ai hâte de vous le présenter. En fait, je vous le présente dès maintenant. Bonjour Marcel Morin, comment ça va? Ben, moi, ça va bien. Salut tout le monde, les fans de la photo. C'est tellement important, la photographie. Ça nous rend nos journées extraordinaires. Vas-y, mon... Ben, journée extraordinaire, moment extraordinaire qu'on va vivre avec toi. J'ai pensé, Marcel, parce qu'on s'en est parlé il y a quelques semaines, qu'on va faire une entrevue ensemble. J'ai pensé t'envoyer des questions que tu as eu le temps de regarder et de te préparer parce que j'aimerais te poser des questions puis que tu me montres une photo pour un peu répondre à cette question-là puis nous parler un peu de qui est Marcel Morin à travers justement ta belle photographie. Ben oui. T'as-tu goût qu'on commence? Ben oui, on y va. Alors, on commence ça tout de suite avec la première question. J'aimerais ça que tu me racontes la fois où tu as compris qu'il était très important pour toi de photographier les humains. Oui, c'est une bonne question. Écoute, j'ai fait de la photographie un peu toute ma vie. J'ai eu ma première caméra, j'avais une dizaine d'années. Mon père m'avait donné un Kodak. Fait que j'ai fait de la photographie un peu toute ma vie, puis j'ai fait un cheminement, je pense, comme tous les autres photographes. Photographier des paysages, des fleurs,
tout ce qui tombait en avant de la caméra. En fin de compte, j'étais plus amoureux de la photographie, du procédé de photographie que de la photo elle-même. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour les gens, rentrer en contact avec les gens. Et puis, c'était quand j'ai commencé en Chine, dans les années 2001-2003, c'est là que j'ai découvert la photographie de la rue, le portrait des gens de la rue. Et puis, quand j'ai commencé à faire le portrait de la rue, j'avais un téléobjectif de 200 mm, puis je trouvais que c'était pas assez grand pour aller chercher mes sujets. Et puis, je dois dire que vraiment, le moment déclencheur où j'ai ressenti la passion de photographier les humains, photographier les gens sur la rue, les gens qui sont en marge de la société, ça a été quand j'ai laissé tomber justement mon téléobjectif de 200 mm pour changer ça pour une lentille de 50 mm ou 35 mm. Et puis là, je devais entrer en contact avec les gens. Et puis c'est ce contact humain-là vraiment qui a fait le déclencheur, qui m'a vraiment rendu passionné de l'être humain en fin de compte. Fait que c'est là vraiment que c'est arrivé. Et puis la photo que j'ai associée à ça, c'est Georges. C'est un monsieur à Ottawa que j'ai rencontré sur la rue Bank à Ottawa. Lui, c'est un immigrant. Ça fait déjà 40 ans qu'il est ici au Canada. Il vient du nord de l'Europe. Et puis, c'est une personne qui vit sur la rue, mais qui aime parler de sa condition, qui aime m'expliquer son trajet de vie, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il en est ici, ses antécédents. Ça, c'est tout ce que c'est qu'on apprend d'une personne et puis qu'on peut montrer par notre photographie, c'est vraiment ça la passion. En fait, c'est un raconteur qui t'a raconté, puis toi, tu as saisi justement au bon cette association-là, photo, raconter quelque chose. C'est un peu le trajet de tout ton parcours, ça, finalement, photographique, en fait, de ce que je connais de toi, que j'admire énormément. Mais juste la manière que tu te présentes, Marcel, tu es une personne sympathique qui ne démontre pas une supériorité, qui ne démontre pas vouloir à faire apprendre quelque chose aux gens. Tu es d'une oreille extrême. Finalement, c'est ton oreille que l'on voit. Puis ensuite, on voit bien ton œil à travers ton déclencheur. Magnifique. Ouais. Oui. Ouais, mais ça, c'est ça. Hein, quand on a un rapport avec ces gens-là, c'est d'être véritable. C'est le secret. Parce que si on n'est pas véritable, si on s'en va approcher ces gens-là, et puis qu'est-ce qu'on dit, c'est juste pour remplir du temps, juste remplir d'espace, ils sentent tout de suite et ils répondent pas. Mais si on est véritable, quand on les approche, c'est là que les autres, ils veulent, c'est eux autres qui veulent s'exprimer, qui veulent nous dire leur histoire. On va voir plusieurs photos ensemble, mais en général, là, peux-tu dire que tu passes 15 minutes pour prendre une photo, une demi-heure, une heure? Avec un sujet? Oui. Écoute, ça peut être 30 secondes. Quand je dis un contact humain, là, ça peut être 30 secondes ou ça peut être une demi-heure, une heure, une avant-midi. Tu sais, il n'y a pas de temps limite à faire une photographie. Souvent, c'est des gens qu'on parle même pas le même langage, mais qu'on a une communication entre nous autres par signe ou par juste body language qu'on communique. Et c'est ça. Fait que si c'est quelqu'un que je parle pas leur langage, c'est sûr que ça va être moins long. Mais il y a des gens qui sont tellement fascinants que oui, je vais m'asseoir avec eux autres, puis on va parler une demi-heure, une heure. Merci. C'est un beau témoignage que tu me dis là. Ouais. Raconte-nous la fois, Marcel, où ton approche humaine a été récompensée par l'expression du visage de ton sujet. Ouais, bien ça, écoute, l'expression du visage, une photo spéciale, je pense que tous les photographes qui cherchent ça. Et puis,
quand on recherche ça, avec le problème avec la photo contact, la photo qu'on rencontre les gens, c'est que quand je leur demande « Est-ce que je peux prendre une photo de toi? » Là, tout de suite, ils prennent la pose. Hein, ils prennent la pose, le grand sourire, des grands yeux, et puis ils se placent pour prendre la photo. Donc, pour moi, qu'est-ce que c'est qui est important? C'est de commencer à leur parler et puis tout en parlant, leur faire oublier que j'ai une caméra dans les mains. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'en parlant, tout en parlant, je prends des clichés, je regarde jamais le résultat de la photo sur mon viseur à l'arrière. Je fais tout simplement cliquer, et puis je peux prendre 4-5 photos. Il y en a que j'ai pris peut-être 20 photos là, durant qu'on se parlait. Mais c'est de faire oublier et d'essayer justement de capturer ce moment précis où ce que c'est que l'âme de la personne ressort. Et puis c'est là vraiment que c'est gratifiant, quand on peut vraiment aller chercher cette image-là. Tu parles d'une personne où c'est gratifiant tout ça, mais cette semaine, la Tribune t'a gratifié le mérite estrien, n'est-ce pas? Ben oui, j'ai été surpris et puis j'étais content. Ouais. Ben, tu parles que moi, je n'étais pas content de savoir que j'étais pour aujourd'hui faire une entrevue avec toi, avec le mérite estrien de la semaine. Tout à ton honneur, mon cher. Ah, c'est bien gentil, merci. Écoute, je suis vraiment honoré, puis ça, tous les invités que je vais recevoir sur Fan de photos, je suis honoré qu'ils prennent du temps pour moi, mais toi, exceptionnellement, c'est vraiment fabuleux. Raconte-nous la fois où ton approche photographique t'a fait sortir de ta zone de confort. Ah, ben là, attends un petit peu. Écoute, le portrait de rue, le portrait de rue, rencontrer ces gens-là, je pense que c'est un des types de photographie qui demande le plus. C'est un des types de photographie qui nous crée une crainte à l'intérieur de nous. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé la photographie avec mon 200 mm, j'avais pas besoin de traverser cette barrière-là. Mais quand on commence à faire photo avec contact, photo humaniste, on veut approcher les gens. Et puis, passer cette barrière-là, faire le premier pas, c'est ça qui est le plus difficile, la peur. La peur de se faire dire non, la peur de se faire rejeter, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas savoir quoi dire. C'est cette peur-là qui nous empêche d'avancer, d'aller vers cette personne-là. Et puis, une fois qu'on peut traverser cette peur-là, qu'on approche le sujet, on sort de notre zone de confort. Donc, à chaque fois que je pars, que je vais rencontrer une personne, je dois sortir de ma zone de confort. Et plus grande qu'elle est cette zone, cette peur-là, on dirait que plus grand est la satisfaction qu'on a une fois qu'on a capturé la photo. Et puis, je pense qu'il faut sortir de cette zone de confort-là pour pouvoir grandir, pour pouvoir améliorer notre photographie, pour pouvoir s'améliorer comme humain, nous autres mêmes aussi. C'est ça. Parle-nous donc de cette photo-là que tu as associée avec la question. Ouais, ça, c'est le bagarreur. Le titre de la photo, c'est le bagarreur. Et ça, c'était à Madrid, un matin, vers 10 heures du matin. Et puis, je me promenais à ma caméra toujours. J'ai toujours ma caméra accrochée à ma ceinture. J'ai pas de fantôme. J'avais ma caméra. Je vois ce gars-là qui était sur la rue. Et puis, c'était à 10 heures du matin. Et puis, je voyais qu'il était déjà en état d'ébriété. Ouais. Et puis, je voyais que c'était un tough, un dur à cuire. Il y a des cicatrices un peu partout. Puis, quand je l'ai approché, il était vraiment réel. Là. Il était vraiment prêt à commencer une bataille. Moi, ben là, j'ai commencé avec mon sourire, puis lui parler, puis tout ça. Puis là, il a commencé à rire. Puis là, quand j'ai pris la photo, il faisait des sparades. Mais c'est ça, mais juste
de pouvoir traverser, justement, faire ce premier pas-là pour aller rencontrer une personne comme ça sur la rue. Ouais, tu penses, écoute, peut-être que ça peut mal tourner. Là. Tout à fait. Que je vais m'en retrouver avec un œil au bord de voir. Tout à fait. Mais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai toujours du plaisir à rencontrer ces gens-là. En fait, de toutes les photos que tu m'as envoyées, c'est l'impression que celle-là, c'est celle où j'ai l'impression que tu as eu le plus d'audace d'aller vers cette personne-là. C'est un terrain qui est un peu glissant. Là. Juste de la voir, c'est un terrain glissant. Ouais. Il faut être capable de maîtriser la situation. Tu sais, quand on est dans des pays étrangers et puis qu'on rencontre toutes sortes de gens, il faut toujours être capable de maîtriser la situation. Et il ne faut pas se mettre en danger non plus, quand même. C'était-tu déjà arrivé d'aller faire un peu de repérage avant d'arriver avec ton appareil photo pour aller voir un peu de quoi a l'air? Mettons que tu vas dans un endroit où tu n'es pas allé souvent, un peu, y a-tu des clics de je sais pas moi, des voyaux de rue ou quelque chose comme ça? Non, presque tous les endroits que je vois, c'est des endroits que j'ai jamais été. Donc, je peux pas dire que je fais du repérage. Quand j'arrive dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit, je parle souvent, j'ai mon pack-sac sur le dos, ma caméra à la ceinture, et puis je pars explorer. Et puis, c'est sûr que je cherche pas à demeurer quand je cherche un hôtel, par exemple. Je cherche un coin, je ne reste pas dans un 5 étoiles. Là. Je vais aller trouver un petit hôtel de quartier, souvent des quartiers qui sont moins riches, des quartiers en bordure les gens de la bordure de la société. C'est surtout ça que je recherche. Donc, je sais un peu qu'est-ce que je vais trouver dans ces endroits-là. Marcel, raconte-nous la fois où il était très important pour toi de photographier une personne pour créer une relation d'aide avec celle-ci. Oui. Ben écoute, quand on prend la photographie des gens de la rue, des gens qui vivent en marge de société, des gens qui vivent dans une pauvreté extrême, on pense toujours comment on peut aider ces gens-là. En tout cas, moi, je pense toujours comment je peux aider ces gens-là. Et puis, c'est sûr que des fois, parfois, je vais donner un petit peu d'argent comme ça à des gens. Mais je pense que qu'est-ce que c'est qui est le plus important de tout quand on se rencontre ces gens-là, c'est de les rencontrer avec une relation humaine, de humain à humain. Pas d'être, moi je suis le photographe, toi tu es la personne de la rue. Tu rencontres une personne comme tu rencontrerais un ami, avec respect. Tu les traites avec respect, tu essaies d'avoir une conversation qui est réelle, et puis tu essaies de passer un moment qui va surélever la satisfaction là, personnelle à ces gens-là, qui, quand on a fini la rencontre, que ça va être une bonne expérience mémorable pour les deux, autant pour eux autres que pour nous autres. Donc, écoute, l'argent, ça ne sauve pas tous les problèmes dans la vie. On le voit très bien. On le voit très bien à travers ces photos-là, où que tu prends ces trois jeunes messieurs et que tout de suite après, on peut voir qu'il y a un contact humain, hein, il y a une chaleur où ils en ont pris du plaisir justement à être avec toi. Oui, mais ça, c'est des réactions que je reçois souvent. C'est drôle que je rencontre ces gens-là et puis on parle et puis en ça, il y a même des contacts physiques comme ça là, que les personnes sont contentes d'avoir passé un moment et puis on a besoin de cette chaleur humaine-là. Tout le monde a besoin des contacts humains. Hein. Tout à fait. Marcel, raconte-moi la fois où tu es tombé sous le charme de ton sujet. Sans aucun doute, c'est les enfants. Quand je prends la photographie des enfants, surtout des enfants qui vivent aussi en marge de la société, dans des conditions de vie presque imaginables. Ouais, on ne pourrait pas imaginer pour nos proches. Oui, qu'on ne pourrait pas imaginer même pour eux autres, des endroits que
c'est très difficile de vivre. Quand on rencontre ces enfants-là, j'adore ça. Je suis vraiment attiré parce que ces gens-là, ces enfants-là, ils n'ont rien à cacher, ils n'ont rien à montrer, ils sont à leur naturel. Il n'y a aucun voile qui nous sépare entre nous et eux autres, ces enfants-là. Donc, oui, les enfants, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que je suis attiré. Cette photo-là, entre autres... Je suis attiré par tous les gens que je rencontre. Ouais. Mais je crois que c'est le personnage, le sujet qui est le plus touchant de tout ça. Oui. C'est des gens qui n'ont pas de barrière, les enfants, mais aussi qui ne savent pas non plus comment se protéger. Fait qu'ils sont vraiment vulnérables à ce niveau-là. Oui, exactement. Il faut toujours faire bien attention aussi comment on les approche. Ouais. Faire sûr qu'il y a des adultes alentour. Comment tu travailles ça? C'est justement cette notion-là de faire en sorte de ne pas, en fait, de sécuriser les gens, même le public en général. J'imagine qu'au Québec, un photographe qui photographie des enfants, il va se faire voir tout croche. Comment tu deals avec ça, cette situation-là? Oui, bien c'est ça. Il faut vraiment faire attention de ne pas être dans des situations qui pourraient avoir un conflit, que ça pourrait être mal interprété. Comme si on regarde les deux photos que j'ai associées avec cette question-là. La première en noir et blanc, c'est un groupe de jeunes, c'est leur terrain de jeu. C'est dans un bidonville à Mumbai. C'est le plus grand bidonville de l'Asie. Il y a comme 2 millions de personnes qui vivent dans ce bidonville-là. Et tout ce que c'est, leur terrain de jeu, tout ce que c'est, en fin de compte, c'est un terrain rocheux, poussiéreux, avec une glissade, puis une table, et puis les jeunes, ça court, ça a du plaisir. Donc, pour prendre la photo, dans cette photo-là, il n'y avait aucun conflit possible, vraiment, interprétation qui ne pouvait pas être correcte. Donc, je sais toujours d'être dans des situations comme ça. La deuxième photo, ça, c'était différent, parce que là, je marchais sur la rue, et puis je l'ai appelée la petite fille. La petite fille. Tout à fait. Elle demeure, si on regarde dans le fond de l'image, ben oui. Il y a une espèce de couverture de lit. Ça, c'était son lit qui est là. Elle était là, seule, sur la rue, avec personne aux alentours. Dans la cabane, là, aux côtés, il y a 2 personnes, mais il n'y a personne qui s'occupait d'elle. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans le plan d'avant? C'est un dessous de camion, c'est un dessous de poubelle. Et elle vivait en dessous de ce camion-là, de cette poubelle-là. Et puis quand je suis passé, elle m'a regardé, puis elle est partie à la course vers moi comme un petit chien, en fin de compte, qui va reconnaître une personne, puis qui a besoin de contact humain, qui a besoin de communiquer avec quelqu'un. Donc, ça, c'est des 2 situations un peu différentes, mais c'est des situations qu'il faut toujours penser aux droits de la personne. Oui. Faire attention. Tout à fait. Deux magnifiques images. Merci. Pour aller dans un autre ordre d'idées, là, raconte-moi la fois où tu as mis ta vie en danger pour prendre une photo. Mettre ma vie en danger, ouais. Ben écoute, ça fait une 20aine d'années que je voyage au travers le monde, presque continuellement, là, presque en permanence, que je suis à travers le monde. Pas du temps même que je suis seul dans ces voyages-là. Parfois, mon épouse vient avec moi, 1 ou 2 fois qu'il y a des amis qui sont joints à moi pour venir. Mais pas du temps, je suis seul. Puis je dois dire que dans tout ce temps-là, dans cette 20aine d'années-là, il n'y a pas une fois que je me suis senti en danger réel. C'est sûr qu'il y a eu des moments intéressants. Comme en 2005, en novembre 2005, j'étais à Kiev, en Ukraine, lors de l'explosion de la Révolution orange.
Et puis, le matin, je suis sorti de mon hôtel et les tanks de l'armée russe roulaient à notre porte. Et puis, j'ai dû être évacué avant que l'aéroport soit fermé. Une situation comme ça. Il y a l'autre situation, j'ai mis la photo du pont Nanpu Datiar à Shanghai. Ça a été intéressant parce que c'était une photo que j'avais dans la tête depuis longtemps que je voulais prendre. La structure est très belle, oui. Et puis, c'est très difficile de trouver un point de vue pour pouvoir prendre cette photo-là. Et il y avait un édifice en construction, un chantier de construction, un édifice en construction. Donc, la nuit, je me suis faufilé. Il y avait des gardiens de sécurité. J'ai passé là, à la cachette. Et puis, à travers. Et puis, j'ai réussi à rentrer dans la bâtisse. J'ai grimpé 36 étages jusqu'au toit. Ensuite de ça, je suis sur le toit, il y avait une grue et je suis monté dans la grue et pour m'installer. Et là, quand je suis arrivé là, au haut de la grue, le cœur me battait. Là. J'étais vraiment fatigué. Et puis là, je me suis dit, écoute, si jamais j'ai un malaise cardiaque ici... T'es tout seul au monde. Je suis foutu. C'est fait. Mais ouais, ça a été un moment peut-être que prendre des chances plus qu'on devrait prendre. Ouais. Et puis, l'autre photo qui va avec cette question-là... Oui, qui est d'un tout autre ordre de sujet, là. Oui, qui est tout complètement différent. Et puis... cette photo-là, je l'appelle mon ange gardien. Quand en Inde, les trains, quand ils se promènent, les portes sont toujours ouvertes, grandes ouvertes. Et puis moi, j'ai pris l'habitude, j'aime ça, m'asseoir dans le cadre de porte, les pieds pendants. Et puis le train, il avance à 50, 60, 70 km/h. Et puis moi, là, je suis assis dans la porte, puis là, je prends des photos au fur et à mesure que le film se déroule en avant. Tout à fait, oui. Et puis, une journée entre Mumbai et Pune, qui est au sud-est de Mumbai. J'étais assis sur le bord du train, puis là, le train, avec son clic, 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 puis son bercement, je me suis endormi sur le bord de la porte. Et puis là, au bout d'un moment, je me suis réveillé et puis cette dame-là était accroupie aux côtés de moi avec sa main sur mon épaule pour me protéger pour pas que je tombe en bas. Fait que, c'est pour ça que je l'ai appelé mon ange gardien. C'est une magnifique photo humaine. Ouais. Très belle photo. Très, très belle photo. Marcel, c'est une belle histoire que tu nous racontes là. On est rendu déjà à une autre question. Est-ce que tu pourrais me raconter la fois où tu t'es senti très minuscule par rapport à l'être humain devant toi, devant ton objectif? Bien, me sentir très petit, minuscule en avant d'un sujet que j'ai rencontré, je ne sais pas vraiment, je ne crois pas. Mais je dois dire que quand je voyage en Inde ou en Chine, il faut pas oublier que je viens de la patrie, un petit village de 350 habitants. Et puis, quand j'arrive dans une place comme l'Inde et la Chine, avec 1,4 milliard d'habitants, ou à Shanghai, avec la population du Canada dans une ville, oui, je sens la grandeur du monde. Et puis, je comprends, je peux apprécier comment on est chanceux, nous, d'être venus au monde ici au Québec et de vivre dans les conditions que nous vivons ici. Je crois que je me sens minuscule devant la tâche que le photographe a à accomplir. De sensibiliser. C'est notre job, nous autres, les photographes, de prendre des clichés, de sensibiliser le reste du monde aux conditions sociales qu'il y a dans d'autres pays, dans des gens qu'on rencontre. Et vraiment, c'est là que je me sens minuscule en avant de cette tâche-là, la grandeur de la tâche à accomplir.
Oui, tu as la chance. Qu'est-ce qui fait que tu voyages comme ça partout, là? Au début, c'était à cause de ton travail, je pense, hein? Oui, c'est ça. Au début, je faisais du commerce international. OK. Et que ça m'a emporté aux quatre coins du globe, partout à travers le monde. J'étais toujours dans les avions. Et en 2004, j'ai déménagé à Shanghai. J'ai demeuré là. Je suis redevenu résident canadien au mois de juin l'an passé. Donc, presque 15 ans à plein temps en Chine. Donc, c'est ça, j'ai pu voyager à cause de mon travail partout au monde. Et puis depuis 2013, c'est vraiment pour la photographie. Marcel, à prendre des photos comme ça par devers le monde, ton équipement, tu te promènes avec un sac à dos, simplement avec un paquet d'objectifs, ou tu t'en tiens toujours à ta 50 mm ou une 35 mm que tu parlais au début? Moi, quand je pars en voyage comme ça, je pars avec un boîtier, une lentille, pour avoir le minimum d'équipement possible avec moi. Quand que je me promène dans les rues, que ce soit en Chine, en Inde ou partout à travers le monde, je veux pas avoir l'air photographe. C'est la clé, je pense, d'approcher les gens, c'est d'avoir le côté humain, non pas le côté photographe que je suis là pour prendre une photo. Donc, mon équipement, c'est le plus simple. J'ai même pas de bandoulière pour ma caméra. Je me promène avec, avec ma caméra, avec un anneau attaché à la caméra et un carabinier à ma ceinture. Et tout ce que je fais, c'est je mets ça là sur le côté. La plupart du temps, je pars avec une lentille de 35 mm, même 24 mm, dépendant de ce que je veux faire, 24, 35 ou 50 mm, dépendant de ce que je pense que je veux faire comme photographie durant une certaine expédition. Pour la dernière expédition que j'ai fait en Inde et Bangladesh, je suis parti avec un téléobjectif 24-70. C'est la première fois que je partais avec un téléobjectif depuis, je me souviens pas quand. Parce que je savais que là, j'allais chercher des photos. Mon but de ce voyage-là, c'était de rencontrer les travailleurs sur des chantiers de construction de bateaux, des chantiers maritimes. On les voit apparaître justement, ces images-là sur ton Facebook actuellement. Oui, il y en a quelques-unes. Et je savais que j'ai été pour avoir de la difficulté à approcher ces gens-là, le temps qu'ils travaillent, les approcher de près. Donc, j'avais mon téléobjectif. Mais la plupart du temps, c'est une lentille primaire fixe. Marcel, tu es un photographe autodidacte. Oui. Tu as appris ça par toi-même, essai-erreur. Oui, exactement. Puis tu as connu l'évolution. Toi, tu commençais en argentique. Quand la passion de la photographie est arrivée, tu étais en argentique à ce moment-là? Écoute, j'ai commencé avec une petite caméra en plastique, un Kodak que mon père m'avait donné quand j'avais une dizaine d'années. Et ça, c'était en argentique, mais je prenais mon père, ma famille, prenait les films et allait les faire développer. J'ai jamais travaillé moi-même à développer mes films quand j'étais dans le temps avant le numérique. Tu étais trop occupé à appuyer sur ton déclencheur. C'est pour ça. Oui, puis j'avais d'autres choses. J'étais pas un professionnel de la photo. Écoute, c'était plus prendre des portraits, prendre la photo, prendre des photos souvenirs ou prendre des photos juste récréatives que je faisais à ce moment-là. Mon premier appareil digital, ça a été, je pense, les années 90, à la fin des années 90, quelque chose comme ça. J'étais un Nikon et puis je suis toujours resté avec Nikon après ça. J'ai passé dans une gamme de Nikon, aller jusqu'au D300. Puis là, j'avais de lentilles assez longues. Et puis ensuite de ça, le D810. Et puis maintenant, je travaille avec un Z7. Puis pour la raison pourquoi j'étais avec un Z7, c'est pas parce que la qualité du 47 millions de pixels qui est mieux,
C'est parce que il y a un plus grand objectif. Et puis, quand je fais de la photographie des gens de la rue, souvent, il n'y a pas de lumière. OK, tu parles qu'il y a un plus grand capteur. Il y a un plus grand capteur, plus de lumière qui rentre. Ouais. Les fonctions de stabilité aussi sont très bonnes. Et puis, vu aussi que je fais de très grandes photos pour mes expositions, du 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds, de 47 millions de pixels, ouais, là, ça rentre en jeu. Je pense que ce qui est important quand on travaille avec, fait de la photographie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec sa photo et d'avoir l'appareil pour faire ça. Et je pense aussi que le plus important, et une des raisons pourquoi je suis resté avec le Nikon, c'est que je connais le Nikon. Je crois que le Canon est juste aussi bon. Le Sony est un très bon appareil aussi, mais c'est d'être travaillé avec un appareil, avec un outil qu'on connaît bien. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis au fil du temps, tu es devenu un spécialiste de Lightroom, Photoshop? Ouais, mais ça aussi, ça vient un peu de mon background, de mes antécédents d'affaires. Parce que quand j'avais mon entreprise à Ottawa, il fallait bâtir des catalogues, il y avait le site web, il y avait toutes sortes de choses. Donc, j'ai commencé dans les années 90 à travailler avec Photoshop. Et puis ça, j'ai travaillé avec Photoshop tout le temps là, depuis ces années-là. Donc, c'est rendu un outil naturel pour moi. J'aime bien tes effets où ce que tu vas finalement détourer ton sujet principal et puis que tu vas marbeler un peu, tu vas rendre en flou avec un effet de mouvement, ton arrière-plan. C'est vraiment très beau. C'est très beau. Visuellement, c'est vraiment très beau. C'est une belle orientation que tu viens de prendre là. Ben écoute, il faut tout le temps se remettre en question en photographie. Et puis, écoute, je suis pas un puriste. Je suis loin d'être un puriste. J'utilise tous les outils possibles que j'ai à ma disposition pour pouvoir transmettre un message. Et c'est ça, ces outils-là, aujourd'hui, c'est merveilleux, tout ce qu'on peut faire avec ça. Tout à fait. Dernière question pour toi aujourd'hui, avant de te remercier. Ouais. De toute façon, on aura la chance de se revoir, c'est sûr. Marcel, raconte-nous la fois où le résultat de ta photo était beaucoup moins important que ce que tu en as retiré personnellement d'être en présence de ce sujet, de ton sujet. Ouais. Écoute, quand on fait de la photo humaniste, il faut absolument qu'on fasse un contact humain avec la personne, avec le sujet qu'on va rencontrer. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'on apprend d'eux, leur vie, leur histoire, leurs besoins. C'est ça qui devient le plus important. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la rencontre avec mes sujets, avec les gens, c'est encore plus important que la photo elle-même. La photo, je crois que c'est seulement le miroir de cette rencontre-là, de la personne que j'ai rencontrée, de l'expérience que j'ai eue avec ce sujet-là. Donc, je pourrais dire que aujourd'hui, le contact humain est plus important pour moi que la photo elle-même. Tout à fait. Et raconter l'histoire. Mais c'est plus important. C'est une réponse qui ne nous surprend pas de Marcel Morin. D'ailleurs, tu nous proposes 2 belles photos que tu as répertoriées pour cette question-là. Une dame qui est avec son enfant assise sur une voie ferrée. Oui. Oui, elle, c'est à Kolkata. Il y a un bidonville près du marché de fleurs de Kolkata, Howard, près du pont Howard. C'est un bidonville. Et ces gens-là, ils demeurent sur les côtés du chemin de fer. On peut voir en arrière, c'est la maison. Et puis, je marchais sur la voie du chemin de fer et j'ai vu qu'elle était en train d'allaiter son enfant. Et puis, j'avais ma petite caméra. J'ai une petite caméra que je tiens à la main et je faisais juste filmer en marchant. Et puis, je voulais pas vraiment la déranger, donc je suis passé
Et puis, je ne l'ai pas interpellé, je ne lui ai pas parlé. Mais en passant, en dépensant, c'est elle qui m'a appelé, c'est elle qui m'a parlé. Et puis là, c'est ça, on voit dans la vidéo, là, je lui demande son nom, elle me dit son nom, et elle me dit que c'est son enfant. Et puis elle me demande de prendre une photo d'elle. C'est vraiment touchant comme expérience. Tu as une deuxième photo, la dernière photo aujourd'hui, où c'est un regroupement d'enfants qui sont serrés. Là, et eux autres, ils font pas du COVID là, actuellement sur cette photo-là. Non, mais c'était juste avant le COVID actuellement. C'était, ah oui? Oui, c'était à la fin janvier. Là. Écoute, ça, c'était aussi au marché de fleurs. Et il y avait ces enfants-là et je prenais des photos de d'autres personnages, de d'autres sujets aux alentours. Puis les enfants se tenaient autour de moi. Et puis, je suis amputé d'un pouce. Et puis, je ne sais pas pourquoi, les enfants sont tellement attirés par ça, fascinés par ça, ils commencent à me parler, ils m'approchaient, puis ils me posaient des questions. Donc, j'en ai profité pour entamer un dialogue avec eux autres, demander qu'est-ce qu'ils faisaient, quelle année scolaire qui était, et tout ça. Et j'ai résulté avec cette photo-là. Très belle photo. Merci. Marcel, tu as une facilité de raconter ta vie derrière ton déclencheur, puis je te remercie tellement d'avoir été présent aujourd'hui pour Fans de photos, répondre à mes quelques questions, mais humainement, j'invite tous nos éditeurs à un jour, si tu viens qu'à faire de nouvelles, tu vas faire ça, de nouvelles expositions. D'aller rencontrer le gars derrière son Nikon, parce qu'on sait maintenant que tu es branché Nikon. Merci, M. Morin, d'avoir été avec nous aujourd'hui d'une façon aussi généreuse. Et comment on fait pour vous rejoindre, M. Morin, si, mettons, les gens seraient intéressés par votre travail et aimeraient vous suivre comme ça? Oui, il y a toujours Facebook, que je suis facile à trouver sur Facebook, ou sur mon site internet, Marcel Morin Photo avec un S.com. Vous pouvez me trouver là. J'invite tout le monde à m'envoyer des questions, à me contacter. Je ne suis pas avare de mon temps. Ça me fait plaisir de parler, comme Stéphane, ça me fait plaisir de parler de photographie en tout temps. Bien. Je vous remercie. Je vous salue généreusement et j'invite nos fans de photos maintenant à passer à la chronique. Fans de photos vous partagent. Vous allez voir qu'on a des petits trucs cette semaine qui sont fort intéressants pour vous. Alors, nous voilà dans notre chronique Fans de photos vous partage. Puis cette semaine, j'ai le goût de commencer avec François. Qu'est-ce que tu as de bon à nous présenter? Ben oui, Stéphane, j'aimerais ça vous partager mon petit Spider X Pro. C'est un achat local que j'ai fait. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je fais beaucoup de photos, de post-traitement et tout avec Photoshop et Lightroom. Ce petit appareil sert à calibrer l'écran, les couleurs des écrans d'ordinateur, PC et tout ça. Donc, moi, vu que j'en fais beaucoup, je fais une calibration à tous les mois de mon PC et de mon ordi, de mon Mac à la maison. Et je vous dis que ça vaut vraiment la peine quand je fais le calibrage. Là, je vois vraiment la différence de couleur qu'il peut y avoir. Là. Donc, le Spider X Pro, ça vaut environ 230 $, mais pour les personnes qui font du Photoshop ou d'autres logiciels de traitement de photos, ça vaut vraiment la peine. Je vous dis, vous allez l'aimer, c'est sûr et certain. C'est un outil qu'on peut retrouver chez notre vendeur local, ça. Oui. Vous avez juste à vérifier avec eux. Et je suis sûr et certain qu'ils en ont à ce moment-là. Ils vont vous diriger au bon endroit, c'est sûr. François, c'est pourquoi donc c'est important d'avoir un écran bien calibré? Bien, pour ma part, je fais beaucoup d'impressions, donc j'ai besoin de la justesse des couleurs sur mes photos que j'ai sur une feuille. Donc, c'est ça l'essentiel pour moi, d'avoir un ajustement parfait de mon écran.
Merci François pour ton plaisir. truc. Cette semaine, j'ai goût de... Je vais chercher comment ça s'appelle. Là. J'ai goût de vous présenter Casey Pole Adapter. Oh yeah! Vous savez que moi, je suis un photographe que je fais des mariages, tout ça. Et le meilleur ami du photographe de mariage, très important ce que je vais vous dire là, c'est le flash. Une journée qui a un beau grand soleil, là, c'est le flash. Si vous voulez avoir des belles photos de mariage, il faut que vous sortiez votre flash. Surtout quand il fait soleil. Alors, j'ai le goût de vous présenter ma pôle. Vous savez que cette pôle-là, que je vais mettre mon flash Cobra, au bout aussi. Vous savez, ici, on a un adapteur sur lequel on a une griffe porte-accessoire. Cette griffe porte-accessoire-là vient justement servir pour pouvoir y déposer. J'ai toutes sortes de flashs. J'ai des gros flashs, mais j'ai aussi des petits flashs Cobra. Et pour pouvoir faire tenir ça sur une pôle à peinture, parce que ça me prend quelque chose qui est vraiment d'une légèreté d'utilisation, parce que c'est souvent mon assistante ou mon assistant du moment qui me sert de tien flash. Et c'est important que ce soit léger. Fait que moi, ce que je prends, c'est une pôle de peinture. Mais pour pouvoir faire le lien entre ma griffe porte-accessoire pour pouvoir y mettre mon flash et ma pôle de peinture, j'ai besoin de Casey Pole Adapter. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Je suis en train de dévisser ça. Pôle à peinture, bien normal. Ici, vous allez avoir votre griffe porte-accessoire pour pouvoir y déposer votre flash. Et le petit Casey Pole Adapter, c'est ça ici. C'est ce petit outil-là qui est en aluminium, qui est pas mal léger. Je peux dire que c'est léger, très fort. Donc, moi, j'ai pas peur d'y mettre des têtes de flash de 2000 $ dessus, sans problème. Et c'est un outil qui est tout petit, qui se vend autour de 25 $ américains, mais que moi, ça a changé ma vie de pouvoir avoir ça, que d'avoir des pôles qui sont très lourdes pour pouvoir y adapter mes têtes lumière comme ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous proposer cette semaine. François, as-tu autre chose à nous rajouter, toi, avant de terminer ça? Ben non, mais je voulais juste dire, continuez vos impressions photos. Juste pour te dire, Stéphane, j'ai fait une impression chez Zone Image de ma lionne. Je vous montre ça à la prochaine émission. Tu sais que je t'aime quand tu me dis que tu vas nous montrer des choses, c'est extraordinaire. Merci François. J'ai le goût de vous dire aussi que notre prochain invité, aujourd'hui, on a eu le privilège de rencontrer notre ami Marcel Morin, mais notre prochain invité, c'est un artiste vraiment spécial. Il s'appelle Alex BG, puis je vous invite à être là lors de notre prochain épisode, l'épisode 54 de Fans de photos. Je vous invite aussi à nous envoyer vos questions via info@commercialmilimic.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre chaîne YouTube émission Fans de photos. Et n'hésitez pas, allez-y, avec un petit j'aime sur le pouce, on aime ça, puis laissez des commentaires. C'est avec vos commentaires qu'on va bâtir une émission que vous allez aimer, que vous allez suivre comme ça. Comment on fait pour te rejoindre cette semaine, François? Ben moi, c'est comme d'habitude, sur ma page Think Image, la page Facebook, pas de problème. Si vous avez des questions au sujet du Spyder X Pro ou de mon voyage en Afrique, gênez-vous pas, je vais vous répondre dans la journée même, c'est sûr et certain. Merci. Vous pouvez me rejoindre également sur Facebook, Stéphane Lafrance. Il y a même Stéphane Lafrance, photographe. Mais la meilleure façon pour moi de vous rejoindre, de vous donner une réponse, c'est vraiment d'utiliser mon adresse courriel info@commercialmilimic.com. Écoutez, les fans de photos, on s'arrête là aujourd'hui et on vous remercie d'avoir été présents devant votre écran pour nous regarder. Et puis on se dit, derrière votre déclencheur, allez prendre de belles photos cette semaine. À bientôt. Bye bye tout le monde. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photos est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera à toutes les 2 semaines de franchir une nouvelle étape photographique. Fan de photos est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle!